Les auteurs et coordinateurs de ce projet, Amélie Calderon et Rosa Gutiérrez. En lisant ce livre, nous nous rendons compte comment les jeunes étudiants ont participé à la construction d'une société plus juste et comment ces rêves ont été détruits par la dictature militaire de Pinochet. Qui sont les auteurs? Rosa Gutiérrez Silva et Amélie Calderon étaient élèves du lycée numéro 1 des filles à Valparaiso durant les années 70. Rosa fut président en 1972 du conseil d'élèves du lycée et militante dans les jeunes communistes. Amélie a été déléguée au conseil d'élèves et membre actif de l'organisation de gauche, le Front d'étudiants révolutionnaires et le mouvement de la gauche révolutionnaire. Les auteurs ont été arrêtés dans le lycée par les membres de la marine de Valparaiso et du service de renseignement naval, SIN, avec la collaboration de l'exercice de l'établissement qui avait été nommé par la dictature. Cette femme a joué un rôle important dans les arrestations des jeunes filles et aussi dans les dénonciations des professeurs partisans du gouvernement de l'Inde. Rosa a été arrêtée au lycée en 1973 et ensuite chez elle. Ceci s'est répété maintes fois. Rosa a été obligée de quitter son pays à l'âge et au secret vers l'Argentine en 1974. Amélie a été arrêtée en 1974 au lendemain de la tentative d'enlèvement par des membres des SIN dont elle a été victime à la sortie de l'école. Elle a été amenée en pleine classe d'espagnol. Ensuite, elle s'est inscrite en 1975 au lycée Eduardo de Navarra de Valparaiso pour tenter de terminer ses études secondaires, mais de nouveau a été arrêtée à son domicile. Cette fois, elle a été internée dans un camp de concentration nommé Les Álamos et après un an de détention, elle fut expulsée de Chili et arrive à Paris en 1976. Comment a surgi cette idée de mémoire? Les auteurs disent 32 ans plus tard, quand ils se retrouvent à Paris en 2005, ils se rappellent de leurs propres expériences et de celles des autres amis qui furent également arrêtés. Rosa et Amélie ont convenu qu'il était nécessaire de laisser un témoignage sur l'expérience unique de ces militants et ces lycéennes mineures qui avaient subi des pressions sur leur lieu d'études, mais aussi du harcèlement des interrogatoires, de la torture et même de l'emprisonnement. Elles ont choisi de préserver la mémoire en faisant connaître ces faits sur lesquels à peu près rien n'avait été écrit jusqu'alors. C'est la genèse de ce travail de compilation des témoignages. Les témoignages sont organisés en trois parties. D'abord, les témoignages des lycéens qui n'ont pas été arrêtés, ni au lycée ni d'autres qui peuvent sensibiliser les lecteurs à l'ambiance de ces livres avant l'arrivée de notre génération, des lycées avant l'arrivée de notre génération. Les témoignages de Maria Huerta a été placé au début de ce chapitre qui a donné une vision de ce qui était le lycée avant le gouvernement de jeunes. Elle a été la première présidente de l'association d'élèves marquée politiquement et fut élue jusqu'avant la génération de Rosa Gutiérrez. Ensuite viennent les témoignages de nos camarades qui ont été arrêtés et maltraités, la vérité de l'intérieur. C'est le cas aussi de Regina, de Fernandez, Virginia Garrido, Isabel Palomino, Marta Mercado, Lila Rojas, Sara López, Marita López et Enrique Pino. Enfin, le dernier chapitre regroupe les témoignages de nos parents, disent les auteurs toujours. C'est pour nous important car ils ont vécu nos arrestations et ont souffert d'une brutalité, de persécution et de l'angoisse de perdre de chercher les enfants. Il est intéressant de connaître les paroles de Sergio Vulcovich, ancien maire de Valparaiso à l'époque du coup d'État. C'est une œuvre insolite, mystérieuse et clairvoyante à la fois, qui permet d'accéder à l'âme, la pensée, les sentiments de ces groupes de filles du pôle de Valparaiso. Ce livre est très bien écrit, nous y retrouverons ni exagération de rhétorique, ni attitude dérangeante. Il résume la situation avec une grande authenticité, utilisant seulement les moyens littéraires nécessaires qui reflètent une pensée claire et un sentiment profond, exprimé dans un castillan très pur, employant peu d'adjectifs et concentré sur l'essentiel. Aussi, nous pouvons ajouter les mots d'Elia Parra. En dépit de tout, ce texte est lucide, mature. Son langage invite à la lecture. Il s'agit surtout d'un témoignage pour dire plus jamais ça, ni au Chili, ni dans notre pays. Enfin, ce livre nous montre les choses suivantes. Que les jeunes étudiants ont aussi souffert la répression, la torture, l'exil et la mort. Que ces jeunes femmes ont occupé un rôle très important dans la construction d'un monde meilleur. C'est un lieu de rencontre pour ces jeunes filles qui racontent leur expérience pendant le musée populaire et sa vie postérieure.
aussi la nécessité d'écrire l'histoire de ces années-là pour ne pas les oublier. Que nous devons enseigner cette histoire afin que les futures générations puissent la connaître. Que nos parents et en spécial nos mères ont lutté pour le jugement pour retrouver ces enfants. Que nous espérons encore la justice et la vérité. Que nous attendons les châtiments pour les coupables. Ces livres comme d'autres doivent servir aux futures générations pour que cette histoire ne se répète jamais dans un grand endroit du monde. Maintenant, je vais laisser la parole à Amélie, qui va nous raconter pourquoi des choses. Bonjour à tous. Merci d'être venus et de votre solidarité pour cet événement qui se tient à Paris. Il est particulièrement important pour moi que la présentation de notre livre se fasse dans cette ville. Parce que c'est ici, quand j'ai quitté mon pays, que j'ai pu marcher librement dans une rue pour la première fois depuis longtemps après avoir été en prison. C'est ici où j'ai pu vivre en liberté quelques années d'adolescence qui me restaient. Je voudrais remercier en premier lieu certains de mes amis chiliens et français qui, à l'époque, m'ont aidé à rendre plus supportable mes premiers jours d'exil. Je tiens tout particulièrement à m'adresser à Jacques Bacoul, ici présent, grand ami de mon père, et qui nous a aidés quand il le fallait à un moment donné sous la dictature. Merci Jacques. Je remercie aussi l'Association des prisonniers politiques de Paris, à laquelle nous appartenons avec Rosa, et spécialement Patricia Zúñiga, mon ancienne camarade de lutte et de prison, pour nous soutenir dans la réalisation de cette présentation. Notre projet de mémoire sur quelques jeunes filles militantes pendant les 1000 jours du gouvernement d'Allende a commencé dans l'histoire de notre pays le 28 décembre 2011 au lycée numéro 1 des jeunes filles de Valparaíso, à l'endroit même où se sont passés les faits qui sont relatés dans notre livre. Mais je tiens avant tout à dire merci de votre confiance à nos camarades qui ont contribué par leur témoignage et qui sont ici présents. Il s'agit de Tito, Pedro Loreto, Kiko, Enrique Pino et Dani Sabukovic. Sans oublier les restes des témoins vivant au Chili et à l'étranger. Car cela leur a demandé beaucoup d'efforts pour remémorer des souvenirs après avoir survécu à des souffrances tant physiques que morales. Cette volonté de parler, de témoigner, est un acte de courage pour que la société chilienne n'oublie pas. Ce livre raconte une histoire vraie. Nous y racontons ce qui est arrivé aux jeunes filles d'un lycée quelconque du Chili, toutes mineures, qui ont soutenu un gouvernement démocratique et qui n'ont pas accepté l'oppression du régime Pinochet. De pareilles histoires se succéderont tout au long du pays pendant la dictature. Ceux qui ignorent les leçons de l'histoire sont condamnés à les revivre, nous prévient Georges Santayana. Nous sommes convaincus que si la société ne reconnaît pas ces erreurs, elles seront inévitablement répétées. La justice n'a pas été rendue dans notre pays à l'égard des familles qui ignorent encore l'endroit où se trouvent leurs détenus disparus par la police secrète de Pinochet. Sans la vérité, le Chili n'avancera pas dans la vie politique, sociale et humaine. Moins encore, lorsque les faits commis dans le passé ont été aussi graves que l'enlèvement et la torture d'enfants.
La dictature s'empara de la vie et des destins de toute une génération, en violant systématiquement les droits humains dans notre pays. Dans notre cas, c'est des gens adolescents. La jeunesse chilienne d'aujourd'hui ne devrait pas grandir dans l'ignorance des faits inacceptables. Notre vérité n'est pas opposable à la version officielle. Il n'y a qu'une vérité et elle ne doit pas être cachée par respect du passé. Dans notre région, il y a eu des détenus disparus. On a exécuté des jeunes étudiants et beaucoup des autres ont été emprisonnés et torturés. Rien que dans la région de Valparaíso, on connaît 97 lieux de détention. Certaines écoles ont été utilisées comme centre de torture. Par exemple, l'école Ramon Barros Luco, endroit où a été détenu l'étudiant aujourd'hui disparu Orlando Janton, de l'école d'architecture et président du conseil d'étudiants de cette entité. La dictature n'a pas respecté les institutions d'enseignement de notre pays, alors qu'elles sont le berceau de la connaissance et le trésor de l'avenir de toute société. Nous insistons pour que la liberté, la dignité, la tolérance, l'humanité soient des valeurs suffisamment intégrées dans l'apprentissage de la jeune génération du Chili. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ces valeurs sont encore bafouées dans certains endroits du monde. Je conclus en ayant une pensée pour nos camarades étudiants qui n'ont pas survécu. Ni pardon ni oubli pour la vérité et la justice, pour les châtiments des coupables. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, bonsoir à toutes et tous. Veuillez tout d'abord m'excuser pour ma prononciation, plus adaptée à la langue de Cervantes, qui est ma vue nette, qui est celle de Molière, même comme aujourd'hui. Du fond de cœur, je vous remercie d'être venus. Merci aux camarades chiliens. Ils sont venus tout spécialement de Suède, d'Italie et d'Allemagne. Merci également aux amis français qui nous accompagnent aujourd'hui. Je tiens à vous dire que nous ne sommes pas seuls à porter ce livre. 9 camarades qui nous ont accompagnés dans ce projet: Maria, Maria Teresa, Katrina, Iris, Regina, Nilda, Elisabeth, Sonia et Sarah, qui sont au Chili. Marc en Équateur, Gina au Danemark, et ici présents, Tito, Kiko et Dani. En cet instant, je souhaite remercier tous ceux qui ont cru en nous, tous ceux dont le soutien a permis que ce rêve devienne réalité. Tout cela s'est fait grâce aux contributions de beaucoup de Sud-Américains et des Européens. Ils ont acheté les livres avant même qu'il existe, et parfois même sans connaître l'espagnol, et sans regarder au prix. Quelle preuve de solidarité! Le lancement de notre livre, le 28 décembre dernier, dans la cour du lycée Valparaíso, la même où se sont passés les faits que nous relatons, fut un moment fort, magnifique et magique. Quel défi pour moi de prendre la parole dans la langue de Molière, sur le terre de Voltaire, ici dans le quartier latin, tout près de l'Assemblée nationale. Pour nous que nous venions avec les vers de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, la prose de Julio Cortázar et de Mario Benedetti, l'évocation de Victor Hugo, d'Émile Zola, de Jean Jaurès, a toute une charge symbolique et émotionnelle. Nous sommes venus à raconter notre histoire, celle de jeunes pleins d'idéal qui ont participé au gouvernement de l'unité populaire. Nous sommes venus aussi pour dénoncer une réalité méconnue qui devra remplir d'honte et indigner tout un peuple, sans distinction d'idéologie.
La France a connu en son temps cette indignité, comme au lycée Buffon de Paris, où 100 lycéens de 18 ans de 15 ans à 18 ans ont fait un arrêté, torturés et exécutés en 1943. Nous sommes là parce que ce qui est arrivé ne puisse plus jamais se répéter, ni au Chili, ni nulle part ailleurs. Ils n'ont pas vaincu. Nous avons survécu à la barbarie. Nous sommes la mémoire vivante. Nous sommes les démons qu'on ne pourra plus faire taire. Nous sommes la voix de nos camarades, disparus de la nuit brouillard du fascisme, comme Mario Calderón Tapia, le frère de mon ami, et 6 personnes. Nous sommes la voix de Juan Orellana Catalán, de Sergio Rifo et Luis Sanguinetti, le père d'une de mes amies au Chili, Katrina. C'est la vérité historique, indéniable, qui s'affirme à travers de ce livre. Les Chiliens en particulier sont armés à une dette avec la vérité et la justice. C'est une dette envers tout un peuple. Ils nous sont traités comme des terroristes. Et encore aujourd'hui, certains voient dans l'exigence de justice des ex-prisonniers politiques et des familles de disparus 20 discours de pardon. Ce sont les forces armées qui se disent de la nation qui ont instauré le terrorisme d'État. Avec le concours de l'intelligence étrangère, ils ont piétiné l'État de droit chilien, sa constitution et son président légitime, le docteur Salvador Allende. Au Chili, l'impunité des traites, des tortionnaires et des assassins doit prendre fin. Nous avons besoin de mémoire, nous avons besoin de justice, nous avons besoin de vérité. Nous étions des jeunes lycéens hier, mineurs à l'époque des faits. Comme nous, aujourd'hui, nos enfants et petits-enfants luttent pour une éducation publique et gratuite. Au Chili, nous avions un projet pour le pays, pour le peuple et avec le peuple. Nous sommes ici présents, en pleine possession d'une parole enfin libérée. Le poète Luis Aragón avait raison. La mort ne voulut pas les yeux des partisans. Ils n'ont pas vaincu ni la prison, ni la dictature, ni la torture. Ils n'auront pas vaincu notre détermination à construire une société plus juste. Pour la vérité, celle qui s'écrit durant les années de plomb au Chili, pour la justice que nous attendons toujours, pour la paix qu'elle se l'apportera. Merci beaucoup de votre attention. Alors, on va traduire